Bienvenue pour un nouveau numéro de 76 Le Mag, votre magazine tout en images du département de la Seine-Maritime. Ce mois-ci, nous sommes rendus au port de Fécamp sous un soleil radieux à la rencontre de ce voilier qui se trouve derrière moi, le voilier Scylla de l'association Wings of the Ocean, dont les bénévoles qui composent l'équipage sensibilisent le grand public à la lutte contre la pollution des océans. Vous l'aurez compris, on parlera beaucoup environnement, mais pas que. Je vous propose de découvrir le sommaire de votre magazine. Au sommaire ce mois-ci, Terre de Jeux 2024 nous emmène faire un petit tour de la Seine-Maritime à vélo dans le cadre de la semaine olympique et paralympique. Carnet d'Expo nous fera découvrir les magnifiques trésors de collectionneurs, ou plutôt d'une collectionneuse passionnée de costumes normands, Jacqueline Leguel. Talent d'Ici est consacré ce mois-ci à une clinique spécialisée dans la réparation horlogère. 76 secondes en bref, éboulement de falaise à Fécamp, renouvellement des défibrillateurs dans les petites communes, du bon pain pour les collégiens. Nous balayerons toute l'actualité du département. Et en fin d'émission, nous avons rendez-vous avec Otchen Oriema, la pop teintée de soul, au centre culturel Julio Bonin à Lillebonne. On se retrouve toujours sur les quais du port de Fécamp, plus précisément dans le bassin Bérigny, où se trouve le voilier Scylla de l'association Wings of the Ocean. Une escale qui est prévue du 21 avril au 14 mai inclus. Il opère des opérations sur toutes les plages et littoraux des côtes françaises, des opérations de ramassage de déchets, mais aussi des opérations de sensibilisation du grand public à la lutte contre la pollution des océans. On va voir tout cela avec notre invité Théo Vesser, chef de projet Scylla. Mais avant, je vous propose de tourner une page d'actu du département en 76 secondes. Une nouvelle fois, le département de la Seine-Maritime s'engage en faveur du bien manger dans les collèges et soutient le tissu artisanal local avec le dispositif 109 boulangers, 109 collèges. Bertrand Bélanger, président du département de la Seine-Maritime, et Guillaume Dartois, président de la Chambre des métiers et de l'artisanat de la Seine-Maritime, se sont rendus le 7 avril dernier au collège Macéo à Baquène, à Beauce, lors de la livraison quotidienne assurée par la Huchapin située à Franqueville-Saint-Pierre. En 2022, 78 collèges s'approvisionnent auprès d'une boulangerie de proximité. L'objectif est d'arriver à ce que l'intégralité de ces collèges publics suivent cet exemple d'ici fin 2023. Le 4 avril dernier, Bertrand Bélanger, président du département de la Seine-Maritime, et André Gauthier, président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime, se sont rendus au centre d'incendie et de secours de Barentin pour signer la convention de partenariat 2023-2028 entre les deux structures. Le département en fait un énorme effort financier. Sa participation supplémentaire va être augmentée de 1 million d'euros chaque année. Et puis le département a souhaité aussi prendre en charge une partie des dépenses des communes, non seulement dans le fonctionnement du SDIS, mais également dans le cadre de la surveillance des plages par exemple. Le 3 avril dernier, un point d'étape du chantier du pôle social départemental du Havre a été fait. Un projet qui s'inscrit dans la volonté de rassembler au sein d'un même équipement plusieurs services sociaux départementaux et de la délégation territoriale de l'arrondissement havrais. Répondant parfaitement à la politique de la transition écologique du département, le pôle social départemental fait aussi l'objet d'équipements culturels inscrits dans le cadre du dispositif 1% artistique. 4 artistes-auteurs présélectionnés vont être admis à produire une étude artistique. Le lauréat sera retenu en septembre. Ça y est, on est monté à bord du voilier Scylla pour rejoindre notre invité Théo Vesser. Vous êtes chef de projet de Scylla, du Scylla, de ce voilier. Bonjour Théo. Bonjour. Une première question, quelles sont les particularités de ce voilier de 28 mètres? Alors on est sur un voilier d'expédition tout aluminium qui fait donc 28 mètres de long, 32 mètres de tirant d'air et 3,40 m sous la quille. Donc on ne peut pas rentrer dans tous les ports en France. C'est un gros voilier qui tient bien la mer et qui nous permet, nous, derrière, d'accueillir jusqu'à 12 bénévoles à bord pour mener nos missions, notamment à Fécamp.
Et voilà, à Fécamp, vous faites différentes escales sur le littoral et ce bateau, le public peut le visiter jusqu'au 14 mai inclus. Hein. Alors oui, effectivement, donc au-delà des actions de sensibilisation, notamment auprès des scolaires qu'on va accueillir à bord, on propose durant les week-ends, sur les après-midi de 14h30 à 17h, des visites du bateau qui durent environ une demi-heure à 40 minutes et qui nous permettent, nous, à la fois de montrer notre mode de vie à bord, mais surtout de mettre en avant les actions de l'association. Allez, on revient donc à cette mission première, on va dire, de ce voilier, c'est la lutte contre la pollution plastique notamment. Vous ne faites pas que sensibiliser le grand public, vous menez des actions et notamment des actions de ramassage. Comment ça s'organise ? Alors de notre côté, on va intervenir à la fois sur les zones littorales, donc ça peut être des plages, mais aussi le long des fleuves, de ruisseaux ou dans les zones urbanisées proches des plages. Parce qu'en fait, le constat, il est clair, c'est qu'il y a aujourd'hui 80% des déchets qu'on retrouve en mer qui viennent de la terre. Et donc l'idée, c'est d'intervenir avant qu'ils s'y retrouvent. Donc nous, on va faire du repérage à la fois en partenariat avec les municipalités, mais aussi avec nos petits yeux. Et derrière, intervenir avec nos équipes et puis inviter le public aussi à venir avec nous pour ces ramassages. Les chiffres sont impressionnants. En 2022, sur la côte atlantique, les 80 opérations que vous amenez de ramassage, vous avez ramassé 4,2 tonnes de déchets. Et depuis la création de l'association, en 2018, c'est 700 opérations pour près de 99 tonnes de déchets. C'est impressionnant. Vous, votre regard là-dessus, depuis ces opérations, depuis qu'on sensibilise ce public depuis un certain nombre d'années, est-ce que vous avez vu une amélioration ? Alors aujourd'hui, c'est une réponse qui est difficile. Je ne pense pas qu'il y ait forcément une amélioration à ce niveau-là. En tout cas, il y a une réelle prise de conscience de plus en plus de personnes. Et par nos actions, du coup, ça nous permet de sensibiliser de plus en plus de personnes à ce sujet-là. Aujourd'hui, on n'a pas suffisamment de recul. Et c'est par le biais justement d'analyse lors des ramassages des typologies de déchets qu'on va pouvoir trouver et de la quantification de ces déchets-là, qu'on va pouvoir réellement analyser cette évolution au cours des années. Nous, la spécificité, c'est qu'on est en itinérance, donc on n'a pas forcément le recul suffisant sur 3 semaines d'escale, mais on a des projets plus long terme, notamment sur le bassin d'Arcachon, l'étang de Thau et l'étang de Berre, où là, on reste pendant 7 à 8 mois sur le territoire et on revient pendant 3 à 5 ans pour réellement analyser l'évolution. Merci beaucoup Théo Wesser. Bonne escale, vous avez déjà pris un peu de couleur et le soleil Sénomarin est assez violent, hein, vous allez le découvrir. Et on peut retrouver toutes les informations sur cet événement, sur cette escale, sur le site wingsoftheocean.com, rubrique événements. Maintenant, je vous propose de prendre votre vélo et de suivre les collégiens qui ont parcouru la Seine-Maritime durant la semaine olympique et paralympique. Des dizaines de collégiens de tout le département s'empressent d'enfiler leurs tuniques et casques de sécurité pour enfourcher leur monture et se mettre en selle. Et c'est parti pour une belle randonnée à vélo. Dans le cadre de la semaine olympique et paralympique qui a lieu chaque année depuis 2017, cette année, le thème, c'était l'inclusion. L'année dernière, on avait fait une journée sportive sur Forges-les-Eaux. Et cette année, on avait un peu envie d'innover et de changer de formule. Et on a décidé d'organiser un tour de la Seine-Maritime en vélo pour mettre en valeur les circuits et itinéraires inscrits au PDESI. On a sollicité 10 collèges pour les 10 étapes sur les 5 journées que l'on fait. Je suis très contente d'avoir fait cette expérience avec toute la classe. Je suis très contente de faire cette sortie car on a pu profiter des paysages et un peu visiter la Seine-Maritime. La moitié du trajet, j'avais mal partout. Après, sinon c'était une bonne ambiance, c'était bien. On commençait à se fatiguer un peu, mais sinon le reste était bien avec les beaux paysages qu'il y avait. Ouais, il y avait un peu des bosses, des petites montées, mais en réalité ça va, mais vers le milieu, milieu fin, ça commençait déjà à piquer au niveau des cuisses. Ce matin, c'était plutôt pas mal car on s'est baladé, on a pu apprendre de nouvelles choses sur Côte-Bec-en-Caux. Moi, j'ai trouvé ça pas mal et voilà. Une dizaine d'étapes sur 5 jours de Forges-les-Eaux à l'hôtel du département, une initiative qui invite à l'effort.
C'est très important parce que ça dynamise notre territoire. Ce sont des jeunes qui ont des envies, encadrés par nos services jeunesse et sport, qui ont vraiment œuvré pour garantir la sécurité au maximum sur ce parcours. Quand même 400 participants, des enseignants, le comité de cyclisme qui nous a donné un bon coup de main. Voilà, c'est vraiment montrer aussi que la Seine-Maritime, c'est un territoire de sport. Une 7e édition de la Semaine olympique et paralympique sous le signe de l'inclusion qui a tenu toutes ses promesses et donne déjà rendez-vous à l'année prochaine. On se retrouve toujours avec le soleil pour rejoindre notre deuxième invitée, Madame Urosevic Marilou, qui est chargée de mission à la direction des ports, bacs et voies vertes du département. Vous représentez donc le département. Pourquoi le département soutient ce type d'opération? En quoi c'est en adéquation avec la politique environnementale du département? Cette action répond à la politique du département de verdir les places portuaires et notamment vis-à-vis de la démarche d'écologie industrielle et territoriale qui a été développée sur le port de Fécamp et sur le port du Tréport. Donc de mettre en relation finalement les actions qui peuvent être menées sur le port, les navires qui peuvent venir avec la ville, l'agglomération et les entreprises locales, puisque nous avons notamment au cours de cette escale une expérimentation sur la collecte des déchets pêchés en mer par les pêcheurs, par les plaisanciers, mais également par la base de maintenance éolienne en mer. Sensibiliser, faire des actions comme là de ramassage, vous pensez que ce sont des moyens adéquats pour lutter contre cette pollution? Oui, tout à fait. C'est par là que ça commence, la sensibilisation. Le navire va faire de la sensibilisation à la fois auprès des visiteurs qui passent sur les quais, auprès des écoles, auprès des collèges, puisque nous avons fait le relais aussi auprès de la direction des collèges dans le cadre de cette escale, auprès des lycées. Donc oui, tout à fait, c'est l'avenir, c'est l'éducation et ça permet d'essayer, en tout cas, de diminuer ces pollutions qu'on peut avoir en mer. Dernière question, je l'ai posée à Théo Vesser, le chargé de projet de SFILA. D'après vous, c'est plus une petite question personnelle, au vu de toutes ces opérations depuis un certain nombre d'années, vous avez constaté une amélioration? Alors une amélioration, je ne saurais pas exactement dire, mais en tout cas, toutes ces opérations concourent à terme à sensibiliser l'ensemble de la population à l'effet que peuvent avoir ces déchets qui peuvent être jetés dans les cours d'eau qui arrivent en mer et je crois qu'il faut continuer en tout cas ces actions. Marilou Urosevic, merci beaucoup. Changement de décor, changement de sujet, je vous propose de découvrir le trésor, que dis-je, les trésors de collectionneurs au singulier, car il s'agit de la collection exceptionnelle de Jacqueline Leguel, collectionneuse autour du costume depuis une quarantaine d'années, une collection qui a été acquise par le musée des traditions et arts normands du château de Martinville. En son sein, le château de Martinville, qui abrite le musée des traditions et arts normands, a décidé de rendre hommage à Jacqueline Leguel, une collectionneuse passionnée du costume régional normand, avec laquelle le musée travaille depuis plus de 30 ans. Nous avons fait l'acquisition par achat et par don sur les années 2020 et 2021 d'une importante partie de sa collection qui comprend des ensembles complets féminins qui permettent d'aborder l'évolution du costume régional en Normandie de la fin du XVIIIe siècle jusqu'au tout début du XXe siècle avec un costume qui porte l'étiquette du reflet et du sceau à Louviers en 1910. On présente le costume sous tous ses angles puisque le costume était réalisé au XVIIIe siècle par les corporations et ensuite au XIXe siècle par les lingères. C'est un travail de confection très long et effectivement sur la pelisse qui est derrière moi sur le plateau tournant, eh bien, on a un travail de plissé extraordinaire sur le devant de la pelisse mais également sur la capuche. Le costume était une sorte d'apparat, il était le reflet d'identité sociale de la femme, donc il devait être vu sous tous ses angles, jusqu'à la coiffe, bien sûr.
Nous ne sommes pas à plaindre en Haute-Normandie puisque nous avons des coiffes très particulières qui sont ce qu'on appelle le bonnet cauchois. C'est ce bonnet qui a été porté dans tout le pays de Caux, donc de 1729 jusqu'à 1825, sur une centaine d'années, et qui est très caractéristique. Ici, c'est simplement le bonnet. Il faut imaginer qu'au-dessus étaient accrochées des barbes de dentelle, ce qu'on appelle la coiffe, qui permettait d'orner véritablement la coiffe. La dernière section de l'exposition permet un prolongement en fait après la fin du costume régional, à la fin du XIXe siècle dans les campagnes normandes, d'évoquer le costume bourgeois porté en ville, mais également dans les campagnes par certaines classes sociales bourgeoises telles qu'Emma Bovary, qui s'inspirent des gravures de mode qui sont largement diffusées parmi la bourgeoisie au XIXe siècle, environ une quarantaine de magazines de mode à l'époque, dont on s'inspire. Et dans le costume bourgeois, on porte à peu près 5 à 6 tenues différentes par jour avec autant d'accessoires. Donc en fait, dans ces vitrines, c'est ce qu'on a voulu montrer, la diversité des accessoires, les éventails, les ombrelles, les châles, bien sûr, et les bourses. Donc Emma Bovary s'en inspire, mais toutes les femmes, bien sûr, dans les milieux bourgeois du XIXe siècle, rentrent dans un carcan aussi. Hein. La mode aussi est un carcan pour la femme, puisque en milieu bourgeois, on porte le corset, contrairement au milieu populaire. Et donc on évoque dans la toute dernière salle, au 3e étage du musée, pour les plus courageux, les dessous féminins notamment. Une collection qui comprend 147 pièces de costumes féminins comme masculins, permettant de découvrir la société de ces époques. Une exposition à découvrir jusqu'au 17 septembre. L'association Wings of the Ocean opère sur toutes les côtes françaises. Ici, à Fécamp, l'équipage du SILA a organisé des ateliers zéro déchet, des ciné-débats pour les écoles et des opérations de ramassage de déchets sur les plages, notamment celle sur la plage de Fécamp le 26 avril dernier et sur la plage d'Yport le 29 avril dernier. Des opérations concrètes qui participent à la protection des océans, mais aussi à protéger la biodiversité marine et l'écosystème naturel des littoraux. Et nous aurons l'occasion d'en reparler lors de la prochaine Armada qui va se dérouler le 8 au 18 juin, puisque l'Armada s'en est emparée de cette thématique environnementale et la protection des océans. Intéressons-nous maintenant à un talent cénomarin. Samuel est horloger, il a baptisé son entreprise à la bonne heure et répare montres et horloges d'hier et d'aujourd'hui. C'est le talent d'ici de ce mois-ci, la clinique spécialisée dans la réparation horlogère. Après avoir obtenu mon CAP à jouer les tours, j'ai donc exercé ma profession dans une bijouterie, la bijouterie Miliau au Havre. J'ai été formé par Rolex à Genève et à Paris. Ensuite, j'ai décidé d'ouvrir un atelier dans Montivilliers même. Et puis, à la suite d'une autre fermeture d'un confrère, j'ai décidé de reprendre aussi son atelier. Et donc, Anthony dirige principalement l'atelier du Havre, mais notre but, c'est quand même de continuer toujours à travailler ensemble. Le fait de réparer, de redonner vie à des objets anciens, qui aujourd'hui ne sont plus forcément proposés lorsqu'on suit un cursus en horlogerie, qui sont plus amenés à faire de la montre de luxe dans des manufactures. Donc en tant que jeune personne, je me estime chanceux de pouvoir travailler sur de l'ancien. Et c'est grâce à Samuel Marc justement que j'ai pu me lancer là-dedans. Et grâce à son savoir et à son partage. Je ne m'attendais pas à devoir gérer une boutique non plus, directement sorti d'études, mais c'est là où on apprend le plus, et au moment où voilà, on doit un peu se débrouiller tout seul aussi et apprendre sur le tas. C'est important d'apprendre aussi par soi-même. C'est aussi une de ces erreurs qu'on apprend. Hein. Je pense que ça fait partie de l'apprentissage. Je considère qu'Anthony est toujours en apprentissage d'ailleurs. Hein. Pour ma part, Anthony, voilà,
C'est quelqu'un qui a des connaissances, il connaît énormément de choses. Mais voilà, on ne peut pas tout connaître comme moi. Et je me suis rendu compte aussi de ça par rapport à l'apprentissage, c'est qu'on apprend aussi de nos erreurs, mes propres erreurs. Et on apprend aussi des jeunes qui viennent, s'ils connaissent aussi des choses et je ne me rendais pas tellement compte. Je pensais que nous, on leur apportait beaucoup plus, mais eux aussi en fait nous apportent. Et c'est là où il y a vraiment un réel échange. Tous, ce qui nous attire en horlogerie, c'est que ce sont des objets qui sont vivants, qu'on nous apporte morts ou malades. Et le fait de remettre quelque chose en route, de redonner vie, c'est vraiment cet aspect-là. Voir un rouage qui se remet à fonctionner, qui a peut-être 300 ans, bah c'est beau, quoi. Et on se dit, après nous, ça fonctionnera encore. Quelqu'un d'autre réparera encore après, peut-être pendant 200 ans. Ce qui n'a rien à voir avec une montre à pile ou une pendule à pile. Il faut changer la pile tous les ans ou jeter la pendule tous les 3 ans parce que le mouvement est fichu. Un mouvement mécanique va fonctionner, mais pendant des décennies. Nous, on n'est que de passage, en fait. Et on répare un objet qui était arrêté et on le remet en route. C'est redonner vie, c'est vraiment... L'horlogerie, c'est quelque chose de vivant. Et c'est surtout des objets auxquels les clients accordent une très grande valeur sentimentale. Généralement. Oui, c'est des objets du quotidien. Ouais, issus de plusieurs générations, donc oui. Voilà, souvent ce sont des objets de famille auxquels... Oui, ils sont habitués à voir l'heure qui passe dessus, aussi bien les heures tristes que les heures de joie, et donc ça leur rappelle aussi voilà, ce qu'ils ont vécu, leurs grands-parents avec la pendule, le balancier qui oscille, la sonnerie, ça... Ouais, on a beaucoup de gens, c'est affectif l'horlogerie. Si vous voulez visiter le SILA, c'est encore possible jusqu'au 14 mai inclus. C'est bientôt la fin de notre émission. Avant d'aller rejoindre Hoseng, Oriema à Rouen, je vous propose une dernière page d'actu du département en 76 secondes. 25 870 € et 2 centimes, c'est la recette record provenant de la vente des burgers Sénomarin réalisés sur le stand du département lors du dernier salon international de l'agriculture. 3 chèques à somme égale ont été remis le 12 avril dernier à l'Association nationale de développement des épiceries solidaires, la Croix-Rouge française et la Société de Saint-Vincent-de-Paul, 3 acteurs incontournables des solidarités humaines et territoriales. Le 22 février dernier, la commune de Fécamp a connu 2 éboulements successifs de la falaise sur une profondeur de 15 mètres, impactant directement la RD 79, la route du phare. Bertrand Bélanger, président du département de la Seine-Maritime, en présence de Gilles Quesnay-Hervé, sous-préfet du Havre, et de David Roussel, maire de Fécamp, se sont rendus sur les lieux pour constater le recul du trait de côte. Le 13 avril dernier, Bertrand Bélanger, président du département de la Seine-Maritime, est venu inaugurer le nouveau défibrillateur de la chapelle de Grunval à Saint-Léonard pour présenter le dispositif solidaire des petites communes au renouvellement des défibrillateurs automatisés. C'est un peu plus de 100 aujourd'hui communes qui ont sollicité ce dispositif. Voilà. Donc là aussi, c'est la volonté de proximité avec les élus. Dispositif d'aide commune évolutif. À un moment donné, on nous dit ça serait pas mal aussi si le département pouvait y contribuer. On réunit la commission consultative une fois par an. Le sujet arrive sur la table. On dit c'est une bonne idée. On le fait, on le met en œuvre et on vient aujourd'hui l'inaugurer ici à Saint-Léonard. Comme promis, on se retrouve en cette fin d'émission à Lillebonne, au centre culturel Julio Bonnat, avec Hoseng. Et oui, j'ai fait la rectification. Hoseng, on dit bien Hoseng. C'est quelle origine ce prénom? C'est Acholi, c'est une ethnie ougandaise en fait, et ça veut dire soleil. Voilà, Hoseng. Alors c'est bien, on se retrouve ici, c'est le café, petit endroit vraiment sympathique où il y a des petits concerts. C'est un retour aux sources pour vous, hein. Oui, c'est Julio Bonnat, c'est un peu comme ma deuxième maison en fait. C'est là où j'ai fait mes premiers concerts quasiment, j'ai fait mes premières pièces de théâtre.
C'est là où j'ai vu mes premiers concerts, mes premiers spectacles, et j'y vais toujours d'ailleurs. Et ce lieu-là, le café, c'est un point de rendez-vous après les spectacles, qu'on se retrouve entre nous, on discute de ce qu'on a vu, voilà, on boit quelques coups. Alors, on peut vous englober, on va dire, dans la catégorie pop, teinté un peu de soul, regard positif, concert festif. C'est ce que vous allez proposer à l'Armada. Hein. Ouais, j'ai un univers pop, j'aime bien dire aux accents funky, aux accents solaires. Et le concert de l'Armada le 14 juin, ça va être ça. On va essayer de faire un show où c'est la fête, parce que j'aime bien quand même quand c'est la fête sur scène, quand ça bouge, quand on communique avec les gens, comme je le disais. Mais j'aime bien aussi avoir d'autres couleurs à ma palette, des instants un peu plus mélancoliques, un peu plus posés, surprendre un petit peu aussi. Mais globalement, ouais, j'aime quand c'est la fête, et ce sera la fête le 14 juin à l'Armada. Quel morceau acoustique vous allez nous interpréter pour cette fin de magazine? Je vais vous interpréter mon titre « Je sais pas ». Que j'ai écrit avec le parolier François Belgreen, qui est un parolier qui a bossé avec énormément de monde dans la pop française, en France et tout. Et ce titre parle de ma difficulté à faire des choix dans la vie. C'est un vrai trait de caractère chez moi. Et pour tout et n'importe quoi, je peux mettre 30 minutes à choisir entre des pépitos ou des BN. Enfin, c'est infernal. Depuis tout petit, je mettais 3 plombs à choisir une paire de chaussettes, mais véritablement. Et donc, on a trouvé ça rigolo d'en faire une chanson. C'est ce qui me caractérise vraiment. C'est pour ça que je sais pas. C'est toujours ça, une de mes phrases récurrentes. Bon, en tout cas, moi, ce que je sais, c'est que vous allez nous l'interpréter. Oui. On va voir un petit extrait de cette magnifique chanson en acoustique. Auchan, je vous laisse aller rejoindre cette petite scène donc du café ici à Lillebonne, au centre culturel de Julio Bonnat. Nous, on se retrouve très vite pour un nouveau numéro de 76 Le Mag. Le mois prochain, on va s'approcher de l'Armada et ça sera vraiment un très grand moment. Pour l'instant, on écoute Auchan et on se retrouve le mois prochain en pleine forme. Entre deux chaussettes, entre deux couleurs, entre deux recettes, entre deux coups de cœur, ne me demande pas de choisir. Me demande pas de te dire. Entre deux parfums de glace et entre deux films, Nike ou Adidas, whisky ou gin, ne me demande pas de choisir. Me demande pas de te dire. Alors si je t'aime ou pas, si c'est elle ou toi, qu'est-ce qu'il faut répondre, tu crois? Je sais pas, ne me demande pas de choisir ce qui me va. Tu ne vois pas tout ce à quoi faut dire non. La ville ou la campagne, Prince ou Bruno Mars, l'Italie ou l'Espagne. Ne me demande pas TikTok ou Instagram, à la maison ou sur Mars, en ferry ou à voile. J'abuse peut-être un peu, mais c'est pas vraiment un jeu. Ne me donne pas le choix, ça me rend trop souvent nerveux.